Bonjour à tous, donc je m'appelle Aldéric Fralin, donc comme a dit Stéphanie, je travaille dans l'équipe Oncostat en tant que biostatisticien et économiste de la santé. Et donc je vais vous présenter un peu le travail qu'on a fait, qui a déjà fait l'objet de 2 présentations en congrès, à moi et à Epiclin, donc, qui sont un peu différentes, l'une qui était plus axée coût et économie de la santé, l'autre qui était plus axée incidence et repérage dans le SNDS et description de la population. Et tout ça sous un angle où on s'intéressait aux trajectoires de soins. Et donc, on est sur le cancer de la vessie. Donc, en gros, on s'intéresse à l'incidence aux trajectoires de soins et au coût du cancer de la vessie. Et donc, c'est une étude rétrospective dans le SNDS qui a été financée par un appel d'offres 1K-SHS. Donc, j'en dirais, enfin, je m'attarderai plus longuement là-dessus sur la fin, parce qu'en fait, on a un petit peu modifié notre approche sur cet appel d'offres qui, au départ, concernait les données chaînées de la cohorte Coblence, qui est une cohorte prospective de cancer de vessie au SNDS. Mais comme pour des raisons réglementaires, administratives, le chaînage de Coblence au SNDS, enfin, l'accès aux données chaînées tarde, on est parti sur une approche directement d'études sur le SNDS avec l'accès permanent du Gustave Roussy. Alors, ok. Donc le contexte sur le cancer de la vessie, donc c'est le 4e cancer le plus fréquent chez les hommes. Les données d'incidence des registres qui concernent seulement les tumeurs infiltrantes, donc en fait à partir de T1 dans les process TNM, dans la classification TNM, elles donnaient des chiffres d'environ 13 000 cas par an en 2018, dont on savait donc qu'ils étaient sous-estimés puisque toutes les tumeurs superficielles ne sont pas représentées. Mais il existe aussi donc très peu d'études sur la prise en charge virale de ce cancer, et alors qu'on sait que c'est des coûts de prise en charge élevés, notamment du fait de récidives fréquentes et d'opérations chirurgicales coûteuses. Donc les objectifs de cette étude, c'était l'estimation de l'incidence du cancer de la vessie en France, l'estimation des coûts de prise en charge de ce cancer sur la première année après le diagnostic, tout ça sur des trajectoires types de soins à partir du SNDS. Donc bon, ça c'est juste un petit peu de rappel médical, mais qu'on a utilisé pour la suite, c'est que donc la prise en charge du cancer de la vessie, elle est essentiellement hospitalière. Elle se fait d'abord sur une prise en charge chirurgicale, une RTUV initiale, qui a visé à la fois diagnostic et thérapeutique, et qui permet notamment de diviser un peu notre population selon 2 types de tumeurs. Les tumeurs qui vont être non infiltrantes du muscle, qui vont être soignées sans grosse chirurgie, donc la grosse chirurgie qui est la cystectomie, qui elle sera réservée aux tumeurs infiltrantes du muscle. Et donc pour ces tumeurs non infiltrantes TVNIM, on va avoir des petites chirurgies, enfin qui sont quand même importantes, mais qui ne sont pas l'ablation totale de l'appareil, des RTUV potentiellement consécutives, et parfois accompagnées d'instillation endovésicale adjuvante, d'une thérapie adjuvante selon le grade de la tumeur. Donc ces tumeurs-là, l'enjeu économique, ça va être la prise en charge des récidives, qui sont coûteuses. Et pour les tumeurs infiltrantes du muscle, qui commencent donc, le traitement commence par une vraie ablation totale de l'appareil vésical, une cystectomie. Elles peuvent être ou non, selon l'état du patient, accompagnées de chimiothérapie néoadjuvante, adjuvante. Et là, l'enjeu économique, ça va être la chirurgie radicale coûteuse initiale. Du coup, on a fait d'abord une sélection de nos patients donc à partir du PMSI, puisqu'on est sur un diagnostic hospitalier avec la RTUV. Donc, on est parti de code diagnostic SIM10. Donc, on a complété le code habituel C67 des carcinomes de la vessie par les codes D090 et D414, qui sont des codes de tumeurs in situ et à évolution imprévisible. Donc voilà, ça détaille un petit peu qu'on les a pris en diagnostic principal ou relié, et parfois en diagnostic associé si le diagnostic principal ou relié était un code métastatique. En fait, cet algorithme-là, on l'a pris de la littérature, enfin d'autres études précédentes sur le sujet, qui utilisent la même logique. On l'a juste complété avec les D090 et des 414. On a exclu plusieurs patients, donc ça avec des règles d'exclusion assez classiques dans la SNDS, donc des patients mineurs, ceux pour lesquels il n'y a pas de données de remboursement ou vivant à l'étranger, et on a également exclu tous les patients qui ont des antécédents pour se concentrer sur une population incidente, et les patients pour lesquels il n'y avait pas de chirurgie dans les 6 premiers mois de prise en charge, parce que comme la chirurgie initiale est vraiment indicatrice du stade et normalement est diagnostique, on a considéré que ces patients étaient un peu trop particuliers et ne correspondaient pas à l'objet de notre étude. Donc pour aussi la sélection des soins, on est passé à la fois donc dans le PMSI pour tout ce qui est chimiothérapie et chirurgie, donc avec des codes CCM, SIM10. Pour la radiothérapie, on est et les installations endovésicales, on est à la fois dans le PMSI, donc
avec des codes SIM10 pour la radiothérapie et un code CCM pour les instillations. Mais on est aussi sur d'autres bases du SNDS, donc les bases donc PMSI, MCO et ACE, mais aussi sur les bases du DCIR, puisque les instillations endovésicales, quand elles sont faites avec du BCG, elles vont être faites en consultation. Et donc, quand on est dans le public, les consultations externes, c'est dans le PMSI, mais quand on est dans le privé, les consultations externes, c'est des consultations en libéral qu'on va retrouver seulement dans le DCIR. La radiothérapie libérale, pareil, dans le DCIR avec les codes CCR. Donc, pourquoi on a voulu repérer tous ces types de soins? C'est parce qu'on voulait construire des trajectoires de soins. Donc, on voulait définir pour chaque patient, en fait, toute la suite de soins qu'il allait recevoir sur la première année après son diagnostic. Donc, pour ça, on a divisé en semaines le traitement des patients, en prenant donc la première semaine, qui est la semaine de la toute première chirurgie, donc soit de la RTUV, soit de la cystectomie, quand le patient avait une cystectomie d'emblée, ce qui reste assez rare. Et après, pour chaque semaine, on a défini un état par le traitement reçu. Donc, ici, on a l'exemple d'un patient où la première semaine, il a une RTUV, puis 5 semaines sans traitement, puis 6 semaines d'instillation, et derrière, à nouveau, pas de traitement. Donc ça, c'est un cas assez classique de tumeur non infiltrante, mais à haut grade, où le patient va recevoir des instillations de BCG en plus adjuvantes à sa première chirurgie pour éviter une récidive potentielle. Ensuite, nous, on est dans un cas où on a ces trajectoires de soins et où on voulait en faire des groupes, parce que l'objectif, c'était de faire des coups par groupe. Alors, initialement, dans le projet, c'était des groupes de stade de la maladie, mais donc qu'on approchait ici par ces trajectoires de soins, un petit peu. Et donc, on voulait faire des clusters en fait, de trajectoires. Et pour ça, pour mettre en place des méthodes de clustering, il faut pouvoir faire des distances entre nos trajectoires. Donc, on s'est basé sur la littérature de tout ce qui est trajectoire, qui normalement concerne plutôt des questions sociologiques, mais il y a un tout petit peu de littérature quand même en santé, et la littérature sur les choix de distance, elle s'applique peu importe le domaine d'application finalement, pour choisir une distance qui privilégie à la fois des enchaînements différents d'états, parce que forcément les différents traitements reçus sont les plus caractéristiques du stade de la maladie, mais aussi le temps dans ces différents états pour pas que tout simplement ils ne différencient juste les personnes qui ont des enchaînements hyper fréquents, comme par exemple des séances de chimiothérapie qui vont être toutes les 2 semaines, et là, d'un seul coup, c'est ça qui va être le plus discriminant, et nos clusters vont être principalement axés sur les schémas d'administration plutôt que sur les traitements reçus. Donc oui, on a fait une première séparation sur la chirurgie reçue. On a ensuite isolé des patients qui recevaient qu'une RTUV parce que, pareil, pour des raisons de temps de calcul, parfois c'est un peu lourd avec des méthodes comme ça. Donc, plus on était sur une population restreinte, mieux c'était. Et ensuite, on a fait une classification ascendante hiérarchique sur nos 2 groupes, sur chacun de nos 2 sous-groupes. Et comme c'est quand même une étude aussi médico-économique pour les coûts de prise en charge, on a pris en compte tous les coûts des principaux traitements sur la première année avec une perspective tout payeur. Donc ça veut dire qu'on a pris les hospitalisations, l'activité externe, et qu'on a aussi valorisé donc la radiothérapie libérale et les instillations pour les consultations privées. Et qu'on a en plus ajouté un coût du BCG, qui est le médicament principal utilisé pour les instillations et qui n'est pas compris dans le coût de la consultation. Au niveau du coup de l'incidence, donc on se retrouve avec, donc ça c'est notre flowchart final, donc la première sélection sur seulement l'année 2017 fait qu'on a sélectionné 55 000 patients en 2017. Nos diverses raisons d'exclusion nous conduisent à une population finale de 24 737 patients. Donc la principale exclusion, c'est celle des patients qui ont des antécédents de cancer de vessie, pour se concentrer sur la population incidente. Mais du coup, c'est une population, déjà, on se rend compte qui est 2 fois plus élevée presque que les populations des registres, donc ce qui s'explique par toutes nos tumeurs plus superficielles. Et on a divisé ensuite cette population selon la chirurgie reçue en traitement initial, donc soit une cystectomie, donc ça nous fait 3000 patients environ, soit pas de cystectomie, donc qui est la plus grosse partie de notre population. Bon, ça, on a fait une version géographique où on voit que les populations, enfin l'incidence, elle est concentrée au nord-est et au sud-est de la France, ce qui correspond assez bien à la consommation de tabac, qui est le principal facteur associé au cancer de vessie. Et ensuite, on a décrit notre population. Donc, on est sur une population qui est majoritairement masculine, 80% d'hommes. Ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est qu'on retrouve les chiffres
attendue de Koblenz, donc de la cohorte prospective de cancer des vessie, elle est assez attendue et c'est assez connu de la littérature, mais il y a d'autres études SNDS qui trouvaient des chiffres un peu différents sur la proportion d'hommes. On s'est longtemps posé la question, en fait, on s'est rendu compte que c'était principalement parce que c'était des études qui étaient concentrées sur la chirurgie et qui, dans leur sélection, utilisaient les codes CCAM, notamment de cystectomie, et n'avaient pas inclus les codes de pelvectomie antérieure, alors que très souvent, la cystectomie, en fait, se fait est très large, et donc c'est des cystoprostatectomies ou des pelvectomies, donc on enlève à la fois l'appareil vésical, mais aussi tout ce qui est périphérique. Et donc dans cette étude-là à laquelle on voulait se comparer, il y avait beaucoup moins de femmes, alors que finalement, on se rend compte que notre approche a l'air d'être plus proche de la population réelle de cette maladie. Sur l'âge médian, on est sur une population assez âgée, qui a 70 ans en âge médian, et qui est surtout très comorbide. Donc on a calculé un score de Charson à partir des algorithmes qui calculent à partir de CINDIS la consommation de médicaments. Donc on a 20% de notre population qui va avoir un score de Charson supérieur ou égal à 3, et notamment c'est une population qui a beaucoup d'antécédents d'autres cancers, avec environ 20% de la population qui a des antécédents d'autres cancers sur l'année précédant son diagnostic, sachant que c'est des chiffres qu'on retrouve également dans les chiffres de la cohorte Koblenz. Et au niveau du côté métastatique, du caractère métastatique, donc il y a environ 10% des patients qui ont une cystectomie, enfin 9% qui vont être métastatiques. Et sur la population totale, on est à 2,9%, mais il y a aussi du coup une certaine partie de la population qui ne reçoit pas de cystectomie, qui a quand même des métastases initiales de la vessie, mais c'est juste on va considérer que ce sont des patients pour qui la cystectomie était trop lourde, et donc pour lesquels la chirurgie globale n'a pas été envisagée au départ. Voilà, on a aussi fait une petite description selon les établissements, où on voit que quand la chirurgie est plus lourde, on est un peu moins sur des établissements privés, donc sur la cystectomie. Et surtout, on a quand même 15% des cystectomies qui se font dans des établissements à bas volume, donc qui font moins de 10 cystectomies sur l'année. Et donc, c'est encore des chiffres qui insistent sur le fait que la cystectomie, c'est une chirurgie lourde qui est un peu qui montre que c'est vraiment la population qui va être la plus coûteuse aussi, puisque ça va faire des séjours longs d'environ 19 jours. C'est aussi une opération pour laquelle 9% des séjours vont avoir un passage en unité de soins intensifs. Donc derrière, en termes de résultats de trajectoire de soins, on a obtenu des choses comme ça sur le clustering. Donc ici, on va voir que les 4 clusters du haut, c'est les clusters pour lesquels il n'y a pas de cystectomie initiale, donc dans les 6 premiers mois. Et les 3 clusters du bas, c'est les clusters pour lesquels on a une cystectomie dans la prise en charge initiale, donc dans les 6 premiers mois. Donc sur ces 4 du haut, le cluster le plus nombreux, c'est ici le 3e, où on va avoir donc quelque chose d'assez classique avec une RTUV, puis un schéma d'instillation. Donc c'est souvent soit 6 séances, soit 8 séances. Et on voit ici qu'on peut déjà observer une certaine variabilité des pratiques avec les installations qui commencent plus ou moins proches de cette première RTUV, donc une certaine adhérence ou non aux guidelines. Le deuxième cluster le plus nombreux, c'est le premier ici, où on va avoir plusieurs RTUV, mais assez espacées. Donc parfois, certaines vont être des RTUV diagnostiques, mais d'autres plus lointaines pourraient en fait être déjà des récidives. Le troisième cluster, ça va être celui avec 2 RTUV, puis un schéma d'instillation. Et enfin, on va avoir un dernier cluster où on a de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des cystectomies plus lointaines, où on comprend que c'est la population potentiellement plus avancée, mais qui n'a pas eu de cystectomie initiale. Et les 3 derniers clusters, qui sont donc les clusters sur le groupe qui reçoit une cystectomie initiale, on voit que notre algorithme a principalement différencié selon, donc d'abord qu'il y ait ou non de la chimiothérapie, donc ça nous donne ce premier gros cluster avec 2020 patients qui ne reçoivent pas de chimiothérapie, et après selon que la chimiothérapie soit plutôt avant ou après la cystectomie, donc dans un cadre néoadjuvant ou adjuvant ou première ligne métastatique. Au niveau des coûts, parce que du coup, voilà, on passe aussi sur cette étude de coûts, on a observé que donc ça, ce premier groupe qui n'est pas présenté précédemment, c'est le groupe qui n'a qu'une RTUV. Donc rien que une seule RTUV, ça reste une opération coûteuse, puisque un séjour de RTUV va coûter en moyenne 4 400 €. Et que quand on rajoute un schéma d'instillation derrière, c'est ça qui va s'avérer le moins coûteux en termes de traitement sur une année, puisqu'on va être sur une population qui va avoir un traitement sur sa première année de soins à 6 000 €, alors que tout de suite, dès qu'on a plus de chirurgie, donc qu'on avance sur les 2 clusters d'après, donc plus d'une RTUV,
on passe à des coûts moyens de traitement sur l'année de plutôt de l'ordre de 9 000 €. Et bien sûr, le cluster le plus coûteux parmi les patients qui n'ont pas de cystectomie initiale, ça va être les patients les plus avancés qui vont avoir de la chimiothérapie, des traitements plus lourds, parfois des cystectomies plus lointaines, où là, le coût moyen va être de 19 136 € sur la première année. Sur les patients qui ont une cystectomie initiale, tout de suite, on est sur l'ordre de grandeur plutôt du dernier groupe précédent, où donc ce premier groupe qui n'a pas de chimiothérapie va être le moins coûteux, avec un coût à 22 200 € en moyenne. Et derrière, dès qu'on a de la chimiothérapie au stade néoadjuvant ou adjuvant, on augmente encore nos coûts avec la chimiothérapie néoadjuvante qui reste quand même un peu moins coûteuse que les traitements post-cystectomie sur l'année, ce qui est assez logique en termes de sélection. Voilà, donc sur les conclusions de l'étude, donc c'est une estimation de l'incidence totale du cancer de la vessie, ce qui est une première estimation en France par rapport au registre qui ne considère que les tumeurs infiltrantes. C'est aussi une méthode innovante de description des pratiques en virale et de leur variabilité avec le clustering et les trajectoires. Et c'est aussi une première estimation française pour les coûts de traitement du cancer de la vessie. Donc les principales limites ici, ça va être que nos trajectoires et nos coûts, ils sont limités aux principaux traitements opérés, mais donc ils n'incluent pas tout ce qui est coûts de suivi d'imagerie. En plus, on est en 2017, depuis, dans le cancer de la vessie, il y a eu l'arrivée de certaines immunothérapies plus coûteuses. Dans les limites, on a aussi donc le fait qu'on n'ait pas accès au stade de la maladie, qu'on souhaite derrière corriger avec en validant et en consolidant notre approche avec le chaînage donc, de la cohorte covalence OS-NDS pour faire de nouvelles estimations. Et donc, dans les extensions, on a aussi d'autres analyses supplémentaires possibles à partir des trajectoires, donc par exemple sur la variabilité des pratiques, sur la survie éventuellement, ou le fait de distinguer les récits. Voilà, donc sur le financement du projet et un peu sa redirection, donc c'est un financement qui date de 2019 et qui était un financement pour le projet de chaînage de la cohorte covalence au SNDS, mais qui incluait déjà un volet d'études nationales seulement à partir du SNDS pour étudier notamment la représentativité de la cohorte et pour comparer les estimations obtenues dans la cohorte et dans le SNDS. Donc le chaînage de la cohorte, il a été ralenti notamment par les procédures administratives et réglementaires. Et donc on a réalisé ce travail à partir de l'accès permanent Gustave Roussy et notamment pour avancer quand même tout ce projet malgré le ralentissement du chaînage qui est dû à des retards de conventionnement qui est toujours en cours, même si le chaînage opérationnel réalisé avec Dynex normalement fonctionne. Voilà. Alors, merci de votre attention.